Bonjour et bienvenue dans ce 7e numéro d'Afrique Affaires Magazine, un numéro entièrement consacré à l'agriculture en Afrique, notamment au Sénégal, au Nigeria et puis au Mali. Sur votre plateau, un opérateur économique qu'on ne plaisante plus en Afrique, Moustapha Tall, un des plus gros importateurs de produits agroalimentaires au Sénégal. Bonjour Moustapha Tall, bienvenue dans Afrique Affaires. Bonjour Amadou, je vous remercie de m'avoir invité sur votre auguste émission qui est très suivie. Tout le plaisir est pour nous. Lancé en 2007, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, WAP en anglais, a pour objectif de générer et diffuser des technologies améliorées au sein de 13 pays participants. La phase 2 dite d'expansion a été lancée au Sénégal depuis 2013 après la réussite de la première phase. Le WAP, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO en français, c'est le sigle en anglais, West Africa Agriculture Productivity Programme. Donc c'est un programme régional dans l'espace CEDEAO qui a été mis au point pour améliorer la productivité agricole, assurer la sécurité alimentaire des États membres et réduire la pauvreté. Donc c'est un prêt programmatif de 10 ans en 2 phases de 5 ans financé par la Banque mondiale. Soutenu par la Banque mondiale, le PPAO vise l'augmentation de la productivité agricole dans les filières susceptibles de conforter le taux de croissance agricole des pays participants, à savoir le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Sierra Leone, le Sénégal, la Gambie, le Libéria, le Togo, le Bénin et le Niger. Les principaux leviers sont le développement et la diffusion de technologies dans les filières prioritaires nationales et régionales identifiées. Pour le Sénégal, il s'agit d'augmenter de 25% la productivité des filières cibles que sont les céréales sèches, mil, maïs, sorgho et fonio, et les cultures associées, arachides, niébé et sésame, les productions animales, viande et lait, et les filières horticoles, tomates, oignons et mangue. Les résultats, on peut parler de variétés qui ont été vulgarisées, que ce soit des variétés de sorgho et de mil. Aussi, il y a des techniques culturelles qui ont été améliorées, comme les densités des semis, les écartements des semis. Toute l'itinéraire technique de sorgho de cru a été retravaillée dans le cadre du WAP. Les variétés dont je parlais tout à l'heure apportent des gains de rendement de 40 à 60% par rapport à ce qui existait déjà, et en plus des qualités de graines et de fourrage bien supérieures à ce qui existait avant. Plus de 70 technologies ont été générées et ou diffusées au cours de la première phase. La deuxième phase, dite d'expansion, va de 2013 à 2017. Elle sera marquée par la diffusion pour adoption des technologies développées à large échelle. On lance un appel aux producteurs, aux populations, qu'ils adoptent ces nouvelles technologies, les variétés, pour améliorer leur productivité, pour passer de l'agriculture extensive à l'agriculture intensive, pour avoir sur une petite parcelle une production qui leur permet d'avoir la sécurité alimentaire et même, pourquoi pas, transformer et avoir de la valeur ajoutée. Bon, il y a beaucoup d'opportunités avec ces céréales-là. Par exemple, pendant la première phase du WAP, on a vu qu'avec les variétés améliorées, on peut intégrer la farine de céréales dans le pain. Et les tests ont été concluants. Dans le pain, dans la pâtisserie même, en général. Et là, pendant la deuxième phase, cet aspect-là est renforcé. Récemment, on a remis des pétrins à la Fédération nationale des boulangers du Sénégal pour vraiment chercher un débouché
au surplus de céréales qu'on obtiendrait en utilisant ces variétés améliorées-là. Ce WAP a permis à l'ISRA de faire ce que nos autorités nous demandent, de mettre la priorité au cours des prochaines années sur la diffusion des résultats de la recherche. Et c'était ça l'originalité. Le WAP a permis vraiment ça nous a beaucoup aidé dans la formation, y compris des techniciens, c'est-à-dire des chercheurs. Le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement, CORAF, bras technique de la CEDEAO, assure la coordination régionale du PPAO. Tous les objectifs qui étaient fixés lors de la première phase ont été atteints, et ce qui a entraîné une deuxième phase pour une diffusion et une dissémination de ces technologies-là à grande échelle, pour que ça se ressente sur la productivité à l'échelle nationale, même voire l'espace régional. Il y a eu aussi une diversification. Donc, en plus des filières prioritaires, il y a ce qu'on appelle les cultures associées. Au Sénégal, l'arachide, c'est une culture qui est très importante. Le niébé, c'est une culture très importante. Il y a aussi le fognon, qui est une céréale sèche, certes qui n'est pas très étendue, mais qui est intéressant en termes de qualité alimentaire, mais aussi pour les marchés de niche. Ça peut permettre d'avoir une forte plus-value. L'étuvage amélioré du riz est une technologie importée du Bénin par le PPAO Mali. Depuis l'adoption de cette technologie, les activités des coopératives des femmes où l'on cultive du riz ont connu un développement sans précédent. L'étuvage du riz est une pratique qui consiste à faire subir un traitement à la vapeur au riz paddy avant son décortiquage. Sorti des rizières, le riz paddy est préalablement trempé avant d'être exposé à la vapeur à travers une étuveuse. Ce traitement à l'étouffée permet aux éléments nutritifs, notamment les vitamines et les minéraux contenus dans le germe et les deux enveloppes, de s'infiltrer à l'intérieur du grain de riz. Il faut d'abord le vannage pour enlever toutes les panicules vides. Ensuite, il y a aussi le tri. Donc, pour enlever les morceaux de bois, les morceaux de cailloux et tout ce qui s'ensuit. Donc, après cela, en ce moment, on vient à l'étape de trempage. L'étape de trempage qui est quoi? Donc, la marmite sur le feu. Donc, dans l'eau, en ce moment, on porte le feu. Donc, du moment que l'eau commence à être à la phase d'ébullition, donc on met le riz paddy en ce moment. Donc on met le riz paddy. Quand l'eau se chauffe un peu, on met le riz paddy dedans. Donc ça reste sur le feu jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir. Ça laisse jusqu'à 80-85 degrés. Donc la phase de trempage est arrivée. Donc on enlève ce riz-là, comment dirais-je, de la marmite, et on le met dans un récipient. Cette eau chauffée avec le riz, on l'enlève carrément de la marmite et on met dans un récipient. Donc en ce moment, on l'étend à l'ombre. L'étalage, c'est fait d'abord à l'ombre, chose qu'on ne savait pas, ni cette formation-là. Donc on l'étalait directement au soleil. On se rendait compte qu'au moment du décortiquage, il y a trop de brisures, le riz est cassé. Donc le riz long entier qu'on veut avoir n'est pas là. Donc en ce moment, après la formation-là, on a su que la qualité là est due à ça. Donc en ce moment, on étale le riz sorti du feu, du kit, 1 heure de temps environ. Ensuite, on remet le riz au soleil pour le séchage complet. Et le petit soir, c'est le décortiquage. Légèrement translucide et jaunâtre, mais blanchi à la cuisson, le riz étuvé conserve toute sa saveur.
il est le plus nourrissant après le riz brun. À quantité égale, il donne un meilleur rendement à la cuisson que le riz blanc. L'avantage de ce processus est que le riz étivé obtenu à partir d'une méthode améliorée est de bonne qualité. Il n'y a pas assez de brûlure, le riz est attrayant. Avec le lavage qu'on a eu à faire avant le trempage, donc il y a moins d'odeur, le riz est attrayant, moins cassant et le rendement est bon. Dans les revues de littérature, on a trouvé que c'est les vitamines, surtout les vitamines B, qui sont améliorées. Parce que le trempage favorise la migration de ces vitamines à l'intérieur de la graine. Donc, avec nos collègues chercheurs du Bénin et du Ghana, en l'occurrence Dr Paul Ossou et Dr John Manfoul de Africa Rice, nous avons appris que c'est surtout les vitamines, les B-vitamines qui sont améliorées. Le PPAO est un projet régional de génération et de dissémination des innovations technologiques dans l'espace CEDEAO. Il a pour objet de mutualiser les expertises scientifiques et techniques dans les différents pays sur les filières porteuses. C'est dans ce cadre que le Mali a été choisi pour développer et disséminer des technologies sur le riz. Le riz, vous savez, est une céréale bien consommée en Afrique. Et donc, l'étivage est une des activités principales des femmes qui essayent de transformer le riz sous cette forme pour le rendre plus digeste. Donc, le WAP se devrait d'appuyer cette initiative en important une étiveuse mise au point par le Bénin et que nous avons adaptée ici. Et donc, nous avons testé l'étiveuse. Nous avons trouvé qu'elle était très performante et donc nous avons formé des coopératives de femmes à l'utilisation de ces matériels pour le Mali, pour leur permettre de générer des ressources. L'appui du PPAO Mali ne s'est pas limité à l'importation de l'étuveuse du Bénin. Le PPAO a également apporté son assistance technique en organisant les femmes en coopérative en relation avec l'Office de développement rural de Sélingué et en matière de stratégie commerciale. Nous apportons un appui technique pour améliorer ces techniques d'étuvage, en leur amenant le kit d'étuvage, en leur enseignant comment on peut effectivement utiliser ces kits et en même temps utiliser des technologies qui réduisent la consommation d'énergie. Donc la formation de ces étuveuses est un élément extrêmement important et nous les assistons même dans les aspects de marketing, comment vendre le produit, comment avoir le produit une bonne qualité depuis le champ, parce que la qualité de l'étuvage est fonction également du riz qu'on amène. Donc l'assistance va depuis le champ jusqu'au niveau du produit fini et jusqu'à la vente. Donc c'est vraiment l'approche chaîne de valeur. Après avoir décortiqué le riz étuvé, les femmes de la coopérative revendent le sachet d'1 kg à 500 francs CFA. Aujourd'hui, elles amassent beaucoup d'argent au point que la coopérative, qui n'avait aucun sou, se met à octroyer des crédits aux membres qui le souhaitent. Le riz étuvé peut être génératrice de revenus, peut être pourvoyeur d'emplois. Si vous prenez par exemple au Mali, ici il y a Djoro, il y a une grande coopérative d'étuveuses. Eux, ils font l'exportation du riz étuvé. On les a visités, elles disent que maintenant la vente est vraiment améliorée. Et nous aussi, nous avons formé d'autres étuveuses dans la région de Ségou qui nous ont rapporté que leur vente s'est améliorée. Cette activité aussi a permis à la coopérative d'instituer le prêt individuel. Au lieu d'aller prendre le prêt dans les banques,
qu'est-ce qu'elles ont fait? Donc, avec les ressources, les cotisations et autres là, donc elles se sont dit, il faudra qu'on institue entre nous un système de prêt individuel. Tu prends 5 000 francs, tu la rembourses avec 250. Donc, tu prends 10 000 francs, tu rembourses avec 500 francs. Donc, cela nous a permis à la coopérative vraiment d'instituer ça. Et Dieu merci, ça c'est la seule ressource propre de la coopérative. La coopérative fonctionne à partir de ça. Sinon, elles n'ont aucune ressource, ni de la part de l'office, ni de la part d'un partenaire quelconque. L'activité d'étuvage du riz a également un impact positif sur la vie des membres de la coopérative des femmes. Aujourd'hui, chaque membre a considérablement amélioré sa vie et celle de sa famille grâce aux retombées de la commercialisation. Les potentialités de développement de la culture du riz sont énormes. Avec les progrès de la recherche en matière de variété et de technologie, la culture du riz pourrait devenir un grand business pour ceux qui acceptent d'y investir, en particulier les jeunes. Bonjour Moussa Fatal. Bonjour. Nous allons d'abord vous demander de nous présenter le Holding Tal Compagnie, votre structure. Merci Amadou. Donc moi, pour aller vite, Holding Tal regroupe plusieurs petites sociétés qui fait que donc on est dans le secteur depuis quand même un certain nombre d'années. Ça nous a permis de toucher pas mal d'autres activités connexes, comme le transport, le transit, la boulangerie, toutes sortes d'activités. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, on se rend compte que le commerce, depuis la libéralisation, n'est plus comme il était. Parce que nous étions là avant la libéralisation. Nous sommes témoins de pas mal de mutations et que nous avons constaté depuis la libéralisation de 89, le commerce est désorganisé. Avec vous, tout a démarré en 1972. Oui, et moi avec la gestion du magasin de votre oncle. De mon oncle. Dites-nous un peu comment vous vous êtes lancé dans les activités. Bon, un jour, au réveil, je suis allé le saluer. Il m'a dit tout simplement que, bon, prenez les clés du magasin parce que le monsieur qui gérait le magasin est allé en voyage. Et ce jour-là, je suis parti ouvrir le magasin et la première chose à faire, c'était de faire l'état des lieux. Vous n'aviez que 17 ans. Et je n'avais que 17 ans. Et que ce vieux, quand ses enfants ont grandi, ils m'ont rejoint dans le magasin. Quand il est revenu, quand il m'a rejoint dans le magasin, j'ai dit, donc je n'ai plus rien à faire ici. Donc j'ai géré pendant presque 10 ans. Lui, il est venu, je l'ai initié, donc j'ai plus rien à faire. Donc je préfère me retirer et lui laisser la gestion. Vous avez fait l'état des lieux, maintenant vous êtes venu à Dakar. Quand je suis venu, je suis tombé sur une pénurie de sucre. Parce qu'on a donné le monopole du sucre à la compagnie sucrière avant même l'autosuffisance, avant même qu'elle ne soit autosuffisante. Cette faveur qu'on lui a donnée lui a permis de faire, non seulement de gagner de l'argent sur la farine pendant je ne sais pas combien d'années, et encore d'en gagner sur le sucre. Avec en plus les terres de ce Richard Toll, là où on cultivait du riz. Monsieur Richard qui cultivait du riz là-bas, et on avait besoin du riz en ce moment. Pourquoi lui donner cette terre pour en cultiver du sucre au lieu de cultiver du riz? Tout ça pour une seule personne. C'est ça le développement. Un développement ne se construit pas sur une seule personne. D'accord, nous allons rester avec le sucre. C'est ce sucre-là qui a fait que vous avez été emprisonné. Voilà, mais c'est en 2004. L'injustice qu'il y a eu au départ. Il a fait 1 an en prison. Pour lui donner cette faveur qui ne se justifiait pas. On pensait qu'avec l'arrivée de Wade, les données vont changer. Mais ça s'est empiré. Parce que Abdou Diouf n'a jamais pu arrêter quelqu'un, un opérateur économique comme moi, pour le plaisir de ce dernier. Mais Wade l'a fait. Wade m'a fait arrêter uniquement pour faire plaisir à mes bras. Tout simplement. D'accord. C'était des accusations de fraude fiscale. Vous avez finalement versé une caution pour recouvrer votre liberté. Qu'est-ce que vous voulez? 1 milliard de francs CFA. Je vais vous dire pourquoi. Quand on vous arrête arbitrairement, on vous accuse des choses qui ne sont pas vraies. D'accord. En 2008, il y avait un autre procès, notamment avec votre fournisseur néerlandais, Nidera, que vous accusiez d'avoir empoché votre prime d'assurance pour une cargaison perdue en mer et jamais retrouvée. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec ce c'est pour vous dire que la première banque qui me finançait,
je vous dis bien, la première banque, la Générale, à qui j'ai fait plus de 30 ans, et qui m'avait accordé une ligne de 400 millions et une ligne de 1,5 milliard pour commencer en 1995. Et au moment où on me mettait en prison, j'avais une ligne de 4,5 milliards free. C'est relayé par la presse. Et que, dès qu'on m'a mis en prison, cette banque s'est retirée complètement. C'est cette banque-là même d'ailleurs qui a payé les milliards. Et en provisionnant tous les encours du compte. Et payé les milliards. Donc c'est me mettre à mort. Et après, le fournisseur Nidera, qui était un néerlandais, m'a dit, on continue. Comme votre ligne est bloquée, on va vous continuer à travailler en tierce détention. Tierce détention, c'est dire, vous envoyez les dépôts de 10% pour les stocks qu'on vous envoie à Dakar. Et je les ai envoyés jusqu'à concurrence de 1 433 000 $ qu'ils ont gardé vers leur compte et ils ont envoyé le riz ici à Dakar en tierce détention. Ils ont envoyé 2 bateaux qui n'avaient pas respecté les qualités et le riz est resté ici 2 ans. On n'arrivait pas à sortir de cette affaire et que l'équipe qui était à Genève, le département commercial, le département du riz, ne pouvait pas régler le problème parce que ça allait dépasser, parce que c'est beaucoup d'argent. J'ai dit, comme il n'arrive pas à le faire, je suis parti à Rotterdam et il a convoqué les gens qui sont à Genève, les gens qui ont fait cette affaire. Et on s'est assis, on a discuté, je leur ai dit, pour cette affaire, il faut vraiment sortir beaucoup d'argent pour le déclasser, mais je ne peux pas, moi, vendre ce riz-là dans mon circuit, parce que ça a déjà gâté ma marque. Ils ont accepté de vendre le liquide de riz à part. Ils ont liquidé le riz, parce que le riz a fait déjà 2 ans, on allait le perdre. Le patron a dit, allez-y, liquidez le riz, après on s'assoit. On liquide les 2 bateaux. Au lieu de s'asseoir, ils ont confisqué mon dépôt de 1 400 000 $. Ça fait 700 millions, c'est beaucoup d'argent. Et AXA Assurance, qui était l'assureur, et que cette marchandise devait arriver à Dakar, le bateau coule entre-temps, ils ont été dédommagés. Ils sont partis voir AXA, AXA les a remboursés le coût. Mais moi qui étais le signataire de 9000 tonnes et qui a rempli toutes les conditions pour que la marchandise arrive ici à Dakar, la machine n'étant pas arrivée, ils auraient dû le remplacer ou me dédommager. Ils n'ont pas voulu me remplacer la marchandise parce que le marché était en train de flamber. C'était en 2008. Et j'ai réclamé à ce qu'on règle le problème pour ne pas tomber dans le même coup que sur les 2 bateaux qui ont fait 2 ans ici. J'ai dit, il faut qu'on les règle avant que ça soit trop tard. Et ils ont refusé. C'est en ce moment que je leur ai dit, je vous amène en arbitrage. En arbitrage, ils ont dit oui, ils n'avaient pas le droit d'annuler le contrat. Donc, ils n'ont qu'à vous livrer la marchandise. La marchandise étant là, à Dakar, et vous avez saisi ça, allez prendre la marchandise. Je leur ai dit, la marchandise est enlevée. En tout cas, c'est la décision. Allez prendre la marchandise, il n'y a aucun dédommagement. Et la machine n'étant plus là, je suis venu, j'ai trouvé que la marchandise est enlevée. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Faire une plainte contre ITS et Nidera. Quand est-ce que je vais être dédommagé? Quand est-ce que je vais récupérer mon dépôt? J'ai le temps de mourir. Donc, c'est le premier procès qui a amené tous ces autres procès. C'est pour ça que les conséquences sont désastreuses. J'imagine, d'accord. Voilà. Démêlés judiciaires en 2004, quelques années après, et puis 2008, il y a eu la crise alimentaire et financière. On se rappelle, vous aviez un chiffre d'affaires à l'époque de 50 milliards. Donc on en avait parlé même dans la presse. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec toute... Très loin de ce genre de chiffre d'affaires. Très loin. Nous allons à présent parler de politique agricole. Mais au préalable, nous allons regarder une vidéo. D'accord. Il s'agit du Nigeria, la plus grande puissance économique du continent, qui vient d'élire son tout nouveau président en la personne de Muhammadu Buhari. Ce général à la retraite avait fait savoir son intention, s'il était élu, d'interdire tout bonnement les importations de riz. Une mesure qui viendra éventuellement parfaire la grande révolution risicole lancée par le pays sous le magistère de Goodluck Jonathan. Le Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, se présente comme le 2e plus gros importateur de riz de la planète. Les importations de riz coûtent au pays chaque jour environ 1 milliard de naira, soit 4,6 millions d'euros. Sous la direction du ministre de l'Agriculture Adesina Akinwumi, par ailleurs candidat à la présidence de la Banque africaine de développement,
Le Nigeria a lancé en 2011 sa grande offensive risicole pour venir à bout de cette situation de dépendance vis-à-vis des exportations. C'est ainsi qu'entre 2013 et 2014, la production nigériane de riz blanchi a évolué d'1 million de tonnes, passant de 1,9 million de tonnes à 2,9 selon les chiffres relayés par l'agence Ecofin. Le conglomérat Stallion, ayant investi dans une usine d'une capacité de 360 000 tonnes par an, a contribué à faire grimper la production nigériane. Adesina Akinwumi a également noté que ce succès était dû au désir des investisseurs nigérians de s'engager dans la production risicole. En août 2014, le milliardaire Aliko Dangote annonçait avoir signé $1 milliard, soit 760 millions d'euros à l'époque. Son objectif, produire 4 millions de tonnes de riz non usiné d'ici à 4 ans. Le groupe singapourien Olam s'est également engagé à aménager 10 000 hectares dans l'état de Nasarawa, au centre du pays, et à construire une rizerie d'une capacité de 105 000 tonnes de riz blanchi. Olam évalue l'investissement nécessaire à 18 milliards de naira, soit 82,8 millions d'euros. Mohamed Bouhari vient d'être fraîchement élu à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Ce général à la retraite avait fait savoir son intention, s'il était élu, de bannir l'importation de certaines denrées alimentaires comme le riz et la tomate. Selon lui, l'interdiction de certaines importations favorisera la production locale et permettra la création d'emplois directs et indirects. Une position confortée par la Banque centrale du Nigeria qui a récemment annoncé son intention de ne plus fournir de devises étrangères pour soutenir les importations des denrées de première nécessité qui pouvaient être produites sur place. Une chose est sûre, le Nigeria a enclenché sa nouvelle politique agricole malgré les questions d'incohérence soulevées avec les ambitions d'intégration commerciale, régionale et le tarif extérieur commun de la CEDEAO, entré en vigueur le 1er janvier 2015. L'État du Sénégal veut faire passer notre production risicole de 360 000 tonnes à 1 080 000 tonnes d'ici à 2017-2018. Comment trouvez-vous cette échéance? En 2003, j'ai eu à rencontrer le président Wade. À cette occasion, je lui avais promis que si on s'organise en 5 ans, on serait autosuffisant, s'il plaît à Dieu. Mais il faut qu'on s'organise. On ne peut rien construire dans le désordre. Et ce désordre n'est pas encore réglé. Qu'est-ce que vous proposez concrètement par rapport Ce que je propose, c'est une meilleure organisation de la filière. Une meilleure organisation de la filière. En faisant en sorte que le producteur ne fait que produire. Il va être formé que pour la production. Et il y a des riziers qui décortiquent, qui ne font que décortiquer en tant que prestataires de services. Et il y a après le système de commercialisation. Nous sommes des commerçants, on s'organise pour cela. Donc, chacun fait ce qu'il sait faire le mieux. C'est très simple. Si cette politique réussit, vous ne pensez pas que votre activité... Au contraire, c'est ce que vous pensez, vous, en tant que journaliste. Vous pensez que nous ne sommes faits que pour importer et vendre. Non. On ne va pas aller se jeter dans la production sans assurer d'abord notre métier, la commercialisation. Si on fait bien notre métier et qu'on s'en sorte, on va, s'il le faut, aller monter notre propre unité de décortiquage. Comme nous faisons du transport ou de la boulangerie, on va aller s'endetter et monter une unité dernier cri de décortiquage. Et après, si l'unité fonctionne normalement en tant que prestataire, si on veut aussi, on peut aller prendre des terres et cultiver comme tout le monde. Si on cultive, on vend la production. Et la production est donnée aux riziers qui décortiquent. Et après, il y a la commercialisation. Et aujourd'hui, le riz, on ne peut pas l'arrêter au Sénégal en disant on arrête l'importation du riz au Sénégal. Si on le fait, c'est plus qu'une bombe. On ne joue pas avec le riz au Sénégal. Senghor disait, ce qu'il faut faire au Sénégal, c'est de ne pas payer les salaires à la fin du mois ou d'augmenter le prix du riz. Il faut veiller à ce que ces deux-là soient assurés. Senghor le disait.
D'accord. Récemment, vous vous étiez organisé en tant qu'importateur avec votre nouvelle structure, le mouvement des importateurs et commerçants de denrées de première nécessité. Oui, ça a été créé. Cette organisation? Oui, ça a été créé en 2009. En pleine crise. C'est là où je me suis dit, non seulement qu'on a un problème de gestion de ce secteur, qui est un secteur extrêmement important, les denrées de première nécessité. Si on ne s'organise pas, les gens vont parler à notre nom et qu'il peut y avoir des problèmes, des conséquences désastreuses. Parce qu'une fois, avec la crise, il y a eu un moment, je parlais à la population par presse interposée, j'étais presque le consultant, le correspondant de tous les journalistes du monde. Ils venaient me voir pour que je leur dise ce qui était dans le risque, qu'est-ce qui avait causé cela et comment la crise est gérée. Et communiquer en même temps avec la population parce que le pouvoir disait que ce sont les commerçants qui gardent le riz, qui font de la rétention. Au lieu de mettre le riz dans le marché, ils les gardent par devers eux pour spéculer. Donc c'est eux. Donc ils nous indexaient. Et ça, c'était extrêmement dangereux. La population pouvait se lever et venir massacrer les commerçants. Parce que je me rappelle de la situation des Mauritaniens. C'est à ce moment que j'ai dit non. Si je ne dis rien, si je n'agis pas, on risque d'avoir ce même scénario et ça serait entre Sénégalais, ça ne sera pas entre étrangers et Sénégalais. C'est pour ça que je me battais pour communiquer au profit de la population. Parce que si je me taisais et que l'État nous jetait tout sous le dos des commerçants, qu'est-ce qui allait se passer? C'est pour ça que je me suis donné cette tâche-là volontairement. Et cela m'a créé que des ennemis. Et en même temps, j'étais avec eux pour gérer la crise jusqu'à son terme. Et à la fin, on retient 430 milliards de mes subventions, 430 millions de mes subventions qui n'ont pas voulu me payer pour me punir. 430 millions. Pour vous dire, ça c'est un autre problème encore. 430 millions de francs CFA de 2008 à 2013. Beaucoup d'argent de 2008 à 2013. C'est l'actuel régime que le pays a donné une instruction au ministère des Finances qui était là pour me payer. Mais ils m'ont payé par des transferts jusqu'à ce que le principal soit payé, mais il n'y a pas eu d'intérêt. D'accord. Alors, on me l'a fait. Quel est votre dernier mot? Non, mon dernier mot, c'est tout simplement vous remercier et remercier la population sénégalaise et puis dire aussi à l'endroit de mes collègues opérateurs économiques qu'il est temps qu'on s'organise, qu'on se retrouve derrière une seule organisation. Parce que les politiques, ils ont besoin de faire des élections pour diriger le pays, administrativement parlant. Mais économiquement parlant, nous avons besoin d'une bonne organisation du secteur privé pour qu'on ait un seul patron dans le patronat. Qu'on fasse même des élections, comme dans les partis politiques. Parce que les mouvements là, il y a beaucoup de mouvements qui ne sont pas représentatifs. Vous êtes membre de... Non, j'étais membre de l'INACOA, j'ai quitté l'INACOA. Parce que c'est éclaté. On a créé ce mouvement-là depuis 2009, mais on vient d'avoir le récépissé en 2014. D'accord. Donc, il faut qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait un seul mouvement représentatif. Tous ces petits mouvements doivent disparaître. On doit faire une élection démocratique pour avoir un seul patronat, dirigé par un patron. D'accord. Voilà. Avant de terminer, l'ouvrage du jour, Publicitor, que nous allons remettre à Djanké Mané, donc étudiante à ENSUP Afrique en journalisme. Son numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de votre écran, 77 675 15 34. Il peut nous contacter au 70 613 34 33 ou via le blog de l'émission africafair.wordpress.com qui s'affiche également. Avant de terminer, je compte remercier le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole qui a beaucoup participé à la réalisation de cette émission. Également, l'hôtel Alafifa qui a bien voulu accueillir ce plateau. Je vous remercie de rester fidèle plutôt
au programme d'Africa 7 TV. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro.